bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. La question, les enfants se la posent à chaque rentrée ou à chaque fin de vacances. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école Montessori cette fois-ci? C'est Cosmo Réunionnais. Elle a été l'une des ailes les plus brillantes de sa promotion, de sa classe. Elle a fait tout ce qu'elle a voulu. Ania Makouti, bonsoir. Bonsoir. Vous avez surprise que je l'ai dise. Anne-Flore Deveau, elle est responsable d'établissement d'une école Montessori. Bonsoir. Bonsoir. J'allais dire, qu'est-ce qui fait un bon élève, selon vous? Un enfant épanoui et qui aime venir à l'école chaque jour. C'est ça la différence. Un bon élève, c'est de bonnes notes, c'est un bon comportement, c'est quelqu'un qui est équilibré, c'est quelqu'un qui se sent bien, c'est quelqu'un... Qu'est-ce que c'est un bon élève ou un bon enfant? Alors moi, je ne prône pas l'évaluation par les notes. Je trouve que les notes font partie du concept du jugement. Et on ne peut pas juger un enfant. Qui a le droit de juger un enfant, surtout pas un adulte? Les adultes sont là à la disposition, un peu des passerelles de savoir pour les enfants. Alors, là, on va faire de la sociologie. On va essayer de se jeter des fleurs en disant qu'on va faire de la sociologie. Après, on passera à la psychanalyse. La question, c'est... on est passé de l'école de Sacré Charlemagne à l'école de... On va passer directement à Jules Ferry. Il fallait des critères. On a inventé les grandes écoles en métropole. Napoléon, en son temps, a fait, entre autres, l'ENA, si je me trompe. Il y a eu Saint-Cyr, il y a les Mines. Aujourd'hui, il y a Sciences Po. Ce sont les grandes écoles, un petit peu les références sur les CV lorsqu'on va chercher du travail. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait que la notation, parce que c'était ça aussi, les promotions, les bonnes notes, sortir première de sa promotion, les notes, que ça en lettres, A, B, C, D, E et jusqu'à Z pour certains, ou la notation sur 10 ou sur 20, c'était ça qui faisait qu'on savait qui était un bon élève ou une bonne élève, et qui, enfin, à l'époque, surtout de l'époque de Bonaparte, c'était un bon élève. C'est dans les années, je dirais, c'est à partir du 19e siècle que la femme a commencé à y avoir droit. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut sortir de ces notes? Je trouve qu'à un moment donné, ça a été important de structurer. Donc on est passé, l'éducation nationale a permis de structurer en France la prise en charge des enfants de 0 à 18 ans et voire plus. Aujourd'hui, on est dans une société où la communication est au cœur des familles, donc communication entre chaque membre de la famille, mais communication sur une vue sur le monde entier. On a des enfants, on parle souvent des tablettes, on parle de la télévision, on parle des smartphones. Les enfants, ils ont une vue à l'international. Aujourd'hui, ils ont en eux une capacité de structuration puisqu'ils sont dans la comparaison avec ce qui se fait juste à nos frontières. Comment ça fonctionne à Madagascar, comment ça fonctionne aux Seychelles, comment ça fonctionne à l'île Maurice, qui a toujours fonctionné sur un système assez privé à l'île Maurice. Les écoles privées sont assez développées. Et aujourd'hui, je pense que de 0 jusqu'à, allez, on va dire 12-13 ans, on n'a pas besoin de notes pour se structurer. Ce dont les enfants ont besoin, ce sont des fondations qu'ils vont retrouver au cœur du cercle familial, au cœur avec papa et maman, au cœur de la famille réunionnaise, puisque les familles réunionnaises sont nombreuses. On parle des tatis, des tontons, les marraines, tout ça c'est extrêmement important. Et dans l'école, ils vont retrouver des moyens que les adultes, que nous on appelle les éducateurs, les moyens d'aller au-delà. Donc, comment on va aller à la conquête du savoir, mais sans avoir besoin d'être jugé à un moment donné. C'est un peu une évolution aussi, je pense aussi. Moi, c'est une évolution. Bien sûr qu'il a fallu un cadrage, bien sûr qu'il a fallu, comme tu disais tout à l'heure, des notes pour qu'on soit le premier ou le dernier. Mais là, il n'y a pas de notes. C'est aussi l'évolution des choses, je dis un petit peu. J'allais justement venir à ça, Ania Makouti. La question, c'est la hiérarchisation. Et pour toi qui est dans le sport, là, qui a le chronomètre, qui mesure les performances de chaque athlète, que ce soit handisportif ou sportif,
c'est un barème qui permet aussi d'avoir une hiérarchisation, même si on passe pas de la base à l'élite en un claquement de doigts, il y a une réalité. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut en sport se dire, allez, on va plus noter les performances, on va juste dire qui est arrivé premier sans mettre le temps. Est-ce que ça c'est possible? Alors, je dirais oui et non. Pour la bonne raison. Ça, c'est de la politique. Oui, c'est de la politique. Alors, je dirais oui et non pour la bonne raison que pour moi, maintenant, on a des athlètes qui se surpassent à un jour. Donc, la technique n'a pas été la même, ce qui a été cadré. Eux-mêmes, ils n'ont pas été tous les jours chronométrés. Donc, ça arrive aussi. Donc, moi, je pense, comme je disais tout à l'heure, l'évolution des choses se font doucement, mais ça va se faire. Alors, au niveau sportif, c'est vrai qu'il faut mesurer, qu'il faut chronométrer, qu'il faut avoir des temps. À l'école, moi, je pense que c'est pas une compétition à l'école. Alors comment? Alors je disais que l'école jusqu'à les années 70, c'était l'ascenseur social. On sortait avec un niveau, fin d'études, BEP, bac, et puis bon, au-dessus c'était plus réservé à l'élite bourgeoise, je dirais à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus vulgarisé, les gens qui travaillent arrivent, mais comment faire dans ce contexte-là pour que on puisse dire, on le voit même au bac, il y a mention bien, assez bien, bien, très bien. À chaque fois, il y a une hiérarchisation. Faut-il aujourd'hui, parce que quel était l'objectif de la hiérarchisation des notes? C'était d'une part de faire un constat du travail, et c'était aussi une forme de motivation. Est-ce que vous lisez depuis à peu près maintenant une dizaine d'années le pourcentage de réussite de nos structures classiques? Voyez-vous bien la défaite de ce que promeut aujourd'hui l'éducation nationale? Nous avons les moins bons résultats. Ça je peux contrer. Donc aujourd'hui, quelle est pour vous l'importance qu'on met derrière un diplôme, l'importance qu'on met derrière le brevet, l'importance qu'on met derrière un baccalauréat, quand aujourd'hui sur le marché du travail, on a des enfants qui arrivent à bac plus 5 à toujours être au chômage aujourd'hui et toujours à ce moment-là se dire bon mince, à bac plus 5, je suis en train de me remettre en question. Juste à ce moment-là. Donc ça veut dire que ce sont des enfants de 25, 28 ans qui se remettent en question là en se disant mince, face à la réalité, je n'y arrive pas. Et ben dans nos écoles, les enfants se remettent en question tous les jours. On n'a pas besoin d'une notation pour ça. On va revenir, on va replacer le cadre parce que, alors juste dire qu'aujourd'hui on parle de l'école de Montessori, dont il y a une seulement à La Réunion, il y en a plusieurs. Non, il y en a depuis 5-6 ans, un petit peu dans les 4 coins de l'île. Donc Anne-Flore Deveau est donc directrice de l'école Montessori de Saint-Denis. D'accord. Alors d'abord, avant de dire ce que c'est quoi l'école, on va juste parler de la fondatrice, celle qui a créé cette école. Et Anne-Flore Deveau, on a commencé à en parler avant même l'émission. Maria Montessori, médecin d'abord. Oui, première femme médecin au monde, en Italie, fin du 18e, début du 19e, qui démarre son cursus dans un hôpital psychiatrique pour aller s'intéresser aux enfants qu'on appelait débiles mentaux à l'époque. Et j'ai juste faire une parenthèse, parce que tous ceux qui vont travailler sur la psychanalyse, tout ce qui est la psychologie, à partir du 18e, 19e siècle, iront dans un centre pour débiles mentaux. Et je me suis toujours posé la question pourquoi. Même Freud va s'appuyer sur ce que faisait Charcot, sur toutes les maladies neurodégénératives, pour comprendre la psychanalyse. Et pour revenir à Maria Montessori, effectivement, qu'est-ce qu'on trouve dans un hôpital pour débiles mentaux? Elle y a trouvé des enfants qu'on traitait comme des animaux à l'époque, et elle a trouvé ça plutôt injuste. Et du coup, elle a créé d'abord son premier concept, elle les a observés. Et en les observant, elle a défini ce qu'on appelle les différents stades de développement. Donc, elle va définir de 0 à 18 ans, mais elle va d'abord s'intéresser de 0 à 6 ans à les différentes attentes des
enfants de chaque tranche d'âge. Donc, elle va les classifier par 0,3, 3,6, 6,9, 9,12, 12,15, 15, 18. Et là, elle va définir, en tout cas dans ses observations, ce dont chaque enfant a besoin à ce moment-là. Et de là, elle va dire, OK, voilà les besoins, donc voilà les attentes, et quelles sont les intentions que moi, femme médecin, je peux mettre derrière ça pour les accompagner vers une meilleure prise en charge, en tout cas une prise en charge bienveillante. Et c'est ce qu'elle va faire. Et elle va créer du matériel qui va s'appuyer sur du matériel de la vie quotidienne, ce qu'on appelle le matériel de vie pratique. Donc elle va les mettre à nettoyer le perron devant avec une brosse, elle va donner du linge à laver, etc. Tout ça dans l'objectif de développer le mouvement, notamment de muscler le poignet, développer le coude et libérer l'épaule pour conduire l'enfant au geste de l'écriture, à l'apprentissage de la lecture. Puisque c'est à minima ce qu'on peut attendre de l'école, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Mais je reviens là-dessus et je reviens à cette hiérarchisation dont je parlais. Là, si on revient sur ce que Maria Montessori va mettre en place, et je parle parce que je ne sais pas si vous vous rappelez le film L'éveil, avec entre autres Robin Williams et Robert De Niro, quand ils arrivent sur un carrelage où à un moment donné il n'y a plus de carré noir. Et c'est pour ça que quand on parle de Maria Montessori, quand on dit qu'elle va faire le constat, avoir regardé le développement, en fait, c'est de voir jusqu'où l'enfant est capable de partir et qu'est-ce qu'il faudra lui apporter pour l'amener à aller au-delà. Et je pense que si on peut définir l'école Montessori, c'est de laisser l'enfant d'abord montrer son potentiel, voir comment il fonctionne, pour ensuite l'accompagner. Totalement. Totalement. C'est à minima, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a des écoles de plusieurs niveaux. On a des classes de triple niveau à minima, puisque va se mettre en place aussi entre les enfants une espèce de solidarité spontanée, ce qu'on va appeler le tutorat spontané de chaque enfant. Donc on va effectivement observer ce que l'enfant, avec quoi il arrive, de quoi il est ancré, quelles sont ses compétences. Et on va s'appuyer sur ses appétences. Par exemple, on peut observer sur une semaine qu'un enfant va complètement déserter les ateliers mathématiques notamment et plutôt aller directement sur les ateliers de découverte du monde. Sur l'école Il Volo di Farfalla notamment, on a une éducatrice, donc l'éducatrice responsable du site, Natacha, est formée à la pédagogie Montessori puisqu'il faut une formation, puisqu'on parle bien d'objets sensoriels qu'il va falloir décliner en compétences. On verra un petit peu l'aspect psychologique par la suite, mais continuez. Et donc Natacha va aller observer ça et va dire ce n'est pas possible de laisser un enfant qui va plutôt aller vers un atelier de découverte du monde et complètement déserter les mathématiques. Donc comment on va s'appuyer sur son appétence spontanée pour l'accompagner vers ce que spontanément il ne va pas, vers les mathématiques peut-être. Ça veut dire que d'abord ses premières sensations, voir totalement qu'est-ce qui l'attire. Et la question pour Annie Amakuti, c'est tu as une formation en sport, en concert technique en handisport. Oui. Donc on a appris, enfin en tout cas on t'a appris à observer, à regarder et à voir un peu ce que peut vouloir un handisportif. Évidemment, enfin moi en handisport j'ai un brevet d'éducateur sport pour handicapés et évidemment on doit savoir les pathologies de ces personnes et en sachant ces pathologies, c'est un peu comme Anne-Fleur dit, on va aller chercher ce qui peut être le mieux pour lui ou quelle discipline il pourra participer, s'il peut faire de la natation, de l'athlétisme ou de la pétanque. Hein. Donc partir de son potentiel. Voilà, donc c'est à peu près pareil, moi je dirais, c'est pour ça tout à l'heure je disais... à l'école, on n'est pas en compétition. Chez nous, on est un peu en compétition. Mais encore là, l'évolution des choses va faire que bientôt, on gagnera peut-être pour autre chose. Je ne sais pas si c'est pour un temps ou... En fait, cette compétition-là, dans les deux cas, c'est là où je voulais en venir, c'est de montrer que finalement, la compétition, c'est d'abord contre soi-même. De partir de son potentiel et voir si on peut augmenter son potentiel. Il s'agit de toujours se battre contre soi-même. Oui, totalement. Après... je ne suis pas certaine que ça soit un combat.
justement, je ne souhaite pas que l'enfant qui arrive avec des difficultés, D'accord. ce n'est pas un combat. Le mot est inapproprié. Puisque c'est vrai que dans nos écoles, on a la capacité d'accueillir toutes les différences. En tout cas, moi, je ne parle pas de porteurs de handicap, je parle de toutes les couleurs de différence. Dans nos structures, on est en capacité aujourd'hui d'accueillir des enfants qui souffrent de l'autisme, des enfants qui souffrent de multidys, donc dyspraxie, dyslexie, dysphasie. On a des enfants aujourd'hui, une différence, c'est aussi avoir plus de 142 QI, donc des enfants qu'on peut appeler zèbres, des enfants EIP, EHP, enfin on a tellement de différences, on est tous différents. Et comment aujourd'hui s'appuyer sur cette belle richesse de différences pour être soi entièrement et le revendiquer quelque part en disant ok, moi j'ai une différence qui est la dyspraxie, dysphasie et je la revendique parce que c'est une différence qui fait que demain, on aura besoin peut-être de cette couleur-là dans la société dans laquelle moi, je suis citoyen de demain. Et je reviens, c'est pour ça, quand on parle de dysfonctionnement, parce que en fait, c'est le dysfonctionnement des outils cognitifs, un petit peu, donc les outils d'apprentissage. La question, elle est peut-être un peu plus rude de côté, tu l'as dit, Amakouti, parce que les pathologies, lorsqu'on parle d'handicap, sont malheureusement souvent lourd ou pas lourd, mais surtout constant. Je veux dire que y a peu de chances que ça change. Alors que sur l'accompagnement en 10 dans les écoles, c'est possible d'améliorer, je dirais, les troubles. Mais notamment dans nos structures Montessori. Pourquoi? Puisque un enfant qui est dyspraxique, vous allez lui demander de prendre un stylo, un crayon, vous le mettez dans une difficulté. Il est déjà mis en situation d'échec. Alors que si on le met face à du matériel sensoriel qu'il va pouvoir manipuler. Donc le matériel de Maria, c'est du matériel en bois, qui a été d'ailleurs, si on revient un petit peu sur l'aspect psychanalytique ou de prise en charge médicale, elle s'est fait accompagner par un scientifique. Donc son matériel a été étalonné scientifiquement. C'est-à-dire que chaque pièce de matériel Montessori est grammée à une couleur spécifique pour arriver à développer une compétence par la manipulation, la vue, le ressenti, en tout cas, les 5 sens. Et ça, Aline Makouti, au niveau de l'handisport, là, le cadre est un peu plus rigide. Je veux dire qu'en sport, il y a des règles. On prend par exemple le handi-basket, il y a des règles à suivre et on ne pourra pas y déroger. Non, on ne pourra pas y déroger, mais à savoir qu'à la base, il y a des méthodes pareilles où on va apprendre à nos athlètes à se diriger vers, je sais pas, le ballon il est rond. Donc, c'est à peu près les mêmes méthodes qu'on a trouvées. De toute façon, on n'a pas de matériel spécifique, sauf bien sûr quand on est encore en centre ou en IEM. Là, il y a des ergothérapeutes qui arrivent avec du matériel spécifique pour apprendre, pour évoluer. Je posais la question justement, parlant du basket, handi-basket, là, les règles sont beaucoup plus figées. Parce que c'est des règles internationales. Oui, c'est des règles nationales, internationales, aussi bien que valides en e-sport. Mais après, comme je le disais, on a du matériel pédagogique où le jeune ou l'athlète, avant d'arriver en basket, il a grandi ou il a évolué dans une école où il va pouvoir apprendre toutes ces techniques dont parlait Anne. Alors, je vais revenir sur un point, je vais aller très loin. Aujourd'hui se développe aujourd'hui en métropole, et je crois que ça vient des États-Unis, comme souvent les modes viennent des États-Unis. Il y a aujourd'hui la création des écoles dynamiques. Alors, l'école dynamique, c'est quoi? C'est pas de cours, pas de devoirs, pas de leçons, pas de professeur, pas d'emploi du temps. L'enfant vient à l'école et l'enfant fait ce qu'il veut. De 3 ans à 16 ans, c'est l'école qui est en train de se développer. Est-ce que la directrice de l'école de Montessori de Saint-Denis trouve que c'est extrême comme méthode ? Lancé comme ça, je trouve ça effectivement un peu extrême. Pourquoi? Puisque ça serait similaire, si je peux me permettre, à ce qu'on appelle des écoles Steiner. Donc, il faut savoir que j'ai un autre établissement aussi où on prône différentes pédagogies alternatives. Chez Steiner, par exemple, effectivement, on va laisser l'enfant jusqu'à 7 ans, par exemple, hors cours, on va aller apprendre de la nature et on va pas apprendre à lire. Là, je trouve que c'est de mettre l'enfant en difficulté, de pas apprendre l'enfant à lire avant 7 ans. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est en contact toute
toute la journée d'objets publicitaires, d'objets soit par le visuel, soit via ses tablettes, soit parce qu'on lui dit. Et s'il n'a pas cette liberté, en tout cas cette chance de pouvoir lire de lui-même et d'en prendre le sens qui lui correspond à lui, comment faire le tri dans ce qui est bon pour lui ou pas? Donc là, si on n'apprend pas à lire à un enfant, on le met en difficulté. Et là, il y a une règle à rappeler. En France, tout le monde dit que l'école est obligatoire. Je tiens à rappeler qu'en France, je dis bien en France, oui, l'école n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est l'instruction jusqu'à avant l'âge de 16 ans. Totalement. D'accord? C'est quelque chose qui est vrai. Et c'est pour ça que les écoles dynamiques qui se développent aujourd'hui tiennent compte de ça. Oui. Et lorsque je reviens à ce que je disais, la question c'est, est-ce qu'un enfant qu'on laisse libre de tout ce qu'il a, de tout, est-ce qu'il peut apprendre à lire avant 7 ans? Je ne suis pas certaine qu'il soit dans une compétence intrinsèque d'apprentissage de la lecture. Voilà. Je voudrais juste faire un clin d'œil à Marcel Pagnol, qui lui a appris à lire avant de rentrer à l'école maternelle. C'est un Provence. Cas parmi tant d'autres. Ouais, il faut, à mon sens, pouvoir mettre ce que moi j'appelle le cadre. Maria Montessori parlait d'un concept extrêmement intéressant qui est liberté et discipline. La première fois que j'étais en contact de ce concept-là, je me suis dit, oh, c'est deux paradoxes. Comment on peut être dans la discipline et être dans la liberté? Mais en fait, c'est tellement génial ce qu'elle écrit. C'est-à-dire qu'on ne peut être libre que lorsqu'on est discipliné et vice-versa. Et c'est ce que moi j'appelle au sein de l'école Montessori le cadre. C'est qu'à un moment donné, on a un cadre avec un minimum de 2 ou 3 règles. Les règles sont simples dans une ambiance Montessori qui est ne tape pas ton camarade, n'élève pas la voix et sois toujours dans l'attention portée à l'autre. On a un minimum de cadre. Et là-dessus, ça ne peut pas fonctionner non plus si on n'a pas ce que Maria a encore comme concept, l'ambiance préparée. C'est-à-dire que dans une salle de classe Montessori, tout est extrêmement réfléchi. C'est-à-dire que même dans la géographie, dans le mobilier, dans la mise en place du matériel, tout est extrêmement pensé. C'est-à-dire que l'enfant, il va être libre dans cette ambiance, dans cette salle de classe. Mais tout est extrêmement réfléchi pour que spontanément, on va le conduire vers l'apprentissage. C'est comme les génies du marketing qui aujourd'hui gèrent les grandes surfaces. Vous allez en grande surface, obligatoirement, ils ont réfléchi au parcours du consommateur et comment le faire dépenser le plus d'argent. Moi, je vous dis que dans une ambiance de Maria Montessori, on est libre. Je vais répondre à cette question-là. Comment faire dépenser plus d'argent en grande surface? Quand vous entrez dans la grande surface, tout ce dont vous n'avez pas besoin, c'est la première chose que vous voyez. D'accord? Oui. Alors, il y a la musique, en fonction des heures qu'on vous met. Il y a aussi tout ce qui est olfactif, oui, les odeurs qu'on déclenche en fonction des rayons. Vous voyez. Et c'est vrai, il y a les petits écrans de télé, que parfois vous trouvez devant. Il y a aussi les têtes de gondole. Voilà, tous ces outils-là, effectivement, sont là pour vous inciter à acheter surtout ce dont vous n'avez pas besoin. C'est ça. Donc, c'est un concept extraordinaire de Maria. C'est l'enfant va rentrer libre et il sera libre de mouvement. C'est une différence avec une salle de classe classique. Un enfant a la liberté de mouvement dans une ambiance Montessori. Il a la liberté de choix d'activité, mais il est dans cette salle de classe extrêmement réfléchie qui va le conduire à des minimums d'objectifs pédagogiques que nous aurons posés pour lui en début d'année. Et ce, quel que soit son schéma de comportement. Oui. Que ce soit un enfant indiscipliné, que ce soit un enfant hyperactif, que ce soit un enfant... son environnement sera défini en fonction de son comportement. De son potentiel et de sa différence et de son attente. Donc nous poserons des intentions, nous, équipe pédagogique, face à l'attente. Est-ce que c'est pas plutôt l'attente des parents plutôt que l'attente de l'enfant? Oh, alors ça, il faut être très clair avec ça. Évidemment, quand on vient dans des structures Montessori, c'est pas l'enfant qui le choisit. Quoique,
sur ma classe collège, nous avons eu 2 enfants qui ont fait ce choix par eux-mêmes et c'est eux qui ont conduit leurs parents. Mais effectivement, on a des parents qui vont, dès la grossesse, parfois, se questionner sur la pertinence de la prise en charge des enfants dans les structures classiques. C'est là qu'ils vont commencer à s'interroger. Ils vont commencer à les lire, à se poser des questions. Et ils vont venir s'orienter vers nos écoles. Donc, il y a une attente, évidemment, surtout que, malheureusement, nos structures sont relativement élevées en coût annuel. Alors, on va dire que, globalement, c'est entre 300 et 500 euros par mois en fonction des écoles? Oui, en fonction des écoles. Moi, je suis assez transparente avec ça, puisque nous ne sommes pas accompagnés aujourd'hui. Il faut encore... Maria date bien du 19e. On est aujourd'hui en 2018, encore en France, à essayer de démontrer que ces méthodes alternatives et actives sont pertinentes. Enfin, je trouve ça fou. Et on est encore aujourd'hui à devoir démontrer notre légitimité sur un territoire et qui a peu de reconnaissance encore, malheureusement, et pour nous. Et il y a cette posture que vous avez pour les enfants qui sortent de chez vous, qui vont quand même aller passer le bac en candidat libre. Oui. Plus pour démontrer que quand on sort de l'école de Montessori, on y sort avec un bagage. C'est ça. Il va falloir passer par là. Il faut savoir qu'on a une classe collège également sur la possession, où on accompagne l'année prochaine 3 enfants qui vont passer le brevet en candidat libre. Donc, on est dans une attente de pouvoir là dire, on a pris en charge vos enfants de façon différente, mais on va arriver à des résultats et en toute humilité avec des enfants qui seront épanouis. Anne-Fleur Deveau, la question c'est à quel moment on sait que l'enfant a appris ce dont il a besoin pour continuer? Parce que passer le bac, il faudra quand même qu'ils intègrent soit les grandes écoles nationales, soit les universités de région. La question, c'est comment on sait que l'enfant qui est venu à l'école Montessori a acquis un bagage? On est, comme justement cette attente de parents, on est encore là dans la légitimisation de nos méthodes. Chaque année... Non, je ne suis pas là-dessus. Je suis vraiment dans ma question. Parce que, qu'on le veuille ou pas, et je reviendrai sur l'éducation nationale dans un instant, mais qu'on le veuille ou pas, il faut que l'enfant, pas de légitimer ce qu'il a appris, mais qu'il ait sa place dans la société. Totalement. Mais on est obligé aujourd'hui, face à cette communauté parents, excusez-moi de revenir là-dessus, c'est malgré tout de donner la grille de lecture qu'a l'habitude le parent. Donc, c'est-à-dire que par trimestre, même si on est dans une évaluation qui est différente, on va démontrer aux parents face à la grille d'évaluation de l'éducation nationale et on va checker les compétences, les acquis non acquis. On a les mêmes grilles d'évaluation de l'éducation nationale pour bien que le parent aussi ait une vision de ce que nous faisons. Nous sommes quand même aujourd'hui sur le territoire réunionnais encore à combattre ce que certaines écoles hors contrat malheureusement sont taxées, c'est-à-dire que nous sommes en train de combattre le désert pédagogique. Il y a dans certaines structures hors contrat malheureusement des projets pédagogiques qui ne sont pas aboutis, en tout cas mal accompagnés. Donc aujourd'hui, lorsque moi je vais dans le bureau au niveau du rectorat, on a encore des parents qui se plaignent des structures hors contrat parce que désert pédagogique, parce que derrière il y a rien. Donc nous on est encore en train de combattre ça et il faut qu'on arrive à démontrer par des grilles que tout le monde maîtrise, donc la grille de l'évaluation nationale. D'une part, il y a ça, mais il y a aussi l'enfant, quand il arrive sur le marché de l'emploi, quand il dit qu'il sort de l'école Montessori, le nom Montessori, c'est une référence, et c'est une marque reconnue, connue et reconnue, mais est-ce que pour autant, l'enfant trouvera sa place sur le marché du travail, trouvera sa place dans une entreprise? J'en suis persuadée. Si vous aviez, je crois, lu il y a à peu près 6 ou 7 mois, il y a eu tout un reportage, notamment sur les grandes structures telles que Wikipédia, Google, Facebook, où vous avez les grands patrons de ces structures-là qui sont issus d'écoles Montessori ou encore de ce qu'on appelle la pédagogie à la maison,
puisque vous disiez bien que l'école n'était pas obligatoire, fait, oui. effectivement, les parents ont le choix de faire ce qu'on appelle la scolarisation à la maison. Alors, à l'époque, on appelait ça un précepteur. Voilà. Et aujourd'hui, il faut savoir que les nouvelles... aujourd'hui, on est en train de parler d'enfants qui vont créer la société de demain. À mon sens, 60% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Donc, ce que nous sommes en train de donner, en tout cas, nous essayons de faire passerelle pour cette jeune génération qui va arriver sur le marché de l'emploi, c'est au contraire d'avoir confiance en eux, puisque ça, vous savez, c'est un grand travail, d'avoir confiance en soi, pour que demain, on soit en capacité d'être innovant, créateur. Je pense que dans nos écoles Montessori, puisque nos méthodes sont innovantes, nous créons des citoyens de demain avec cette capacité d'innovation. Annie Yamaguchi, j'allais dire un technicien, un éducateur, doit d'abord amener son sportif à faire le bon geste, à le mettre aussi, et ça c'est peut-être le rôle le plus important, trouver l'élément moteur pour le motiver. Comment ça se passe au niveau du sport, au niveau de l'handisport? Alors au niveau d'handisport, comme vous le savez, maintenant, comme on disait, l'école n'est pas obligatoire et que le sport aussi est obligatoire. Alors il faut savoir que les IEM sont les institutions éducation médicalisées, sont souvent pleins. Donc nos jeunes n'ont pas de place, ou même l'intégration ne se fait pas parce qu'il n'y a pas assez d'ASTEM ou d'accompagnants. Donc les gestes à faire en ski et en sport, nous avons des écoles de sport, nous avons des entraînements comme tout le monde. Et ceci, souvent, si ce sont des jeunes, on le fait en parallèle avec leurs éducateurs ou leurs ergothérapeutes. Et en ce qui vient, ceux qui ne sont pas allés à l'école, ou comme vous dites, ou ceux qui sont adultes, les gestes pour eux, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est de savoir leur pathologie, de savoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, qu'est-ce qu'ils vont pas pouvoir faire, et laisser large. Et elle va pas être la même, identique, pareil que chez les valides. Quelle est la part de psychologie à prendre pour pouvoir comprendre d'abord le schéma de comportement, pour ensuite intervenir sur ce schéma de comportement et de fonctionnement? Moi, je dirais, c'est d'être un peu avec lui. C'est pas toute jeune peut avoir ou être suivie par un médecin ou comme vous le savez, à La Réunion, on n'en parle pas non plus de nos pathologies ouvertement. Donc, pas n'importe qui peut aller voir un médecin d'un jeune et lui demander quelle est sa pathologie ou en discuter si les parents sont pas d'accord ou s'ils ne veulent pas que leur enfant ait. Donc là-dedans, moi je dis il faut être ensemble, il faut suivre et il faut connaître aussi la psychologie d'entraînement, de suivi de ces jeunes et d'être toujours avec. Et ça, c'est en filigrane à l'école Montessori. C'est la psychologie que on ne voit pas beaucoup, mais qui est omniprésent. Pourquoi? Il y a le cadre, il y a les éléments qu'on met à la disposition de l'enfant, le choix, parce que même si au partir du moment où vous sentez plus ou moins son orientation, vous allez essayer de l'orienter vers telle ou telle chose, la psychologie, c'est peut-être pas l'arme fatale, mais c'est l'arme en tout cas décisive. Oui, j'en suis persuadée. Après, il faut que chacun reste à sa juste place. Au sein d'écoles hors contrat telles que les nôtres, nous ne pouvons pas prétendre faire de la psychologie de façon intrinsèque. Par contre, comme nous sommes dans une attention toute particulière portée à l'enfant, nous ne pouvons que être parfois dans certaines compréhensions de la sorte. Il faut savoir que sur certaines prises en charge d'enfants différents, nous travaillons avec des psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, puisque l'école n'a pas non plus toutes les clés. Nous sommes une partie des maillons qui font que l'enfant va réussir demain. Moi, je dis toujours, on est une équipe autour de l'enfant. Ça veut dire que le plus tôt possible, il faut le rattacher à son environnement, à la vie qui l'attend dehors? Évidemment. On a des structures qui peuvent être taxées d'un peu luxueuses, parce qu'effectivement les cotisations sont élevées, que nous sommes dans des lieux effectivement avec un aménagement assez esthétique. D'ailleurs, l'esthétisme fait partie des concepts de Maria Montessori. Mais à aucun moment nous ne pouvons travailler seuls
à côté de l'enfant. Nous sommes toute une équipe autour de l'enfant. Il y a l'équipe éducative, il y a les parents, il y a la famille, et puis il y a tout le personnel médico-psychopédagogique qui, à un moment, a besoin d'intervenir si l'enfant en a besoin. Et il est nécessaire de créer des moments, des temps de mise en commun. Donc, moi, je le propose sur les différentes écoles de se réunir à minimum une fois par trimestre, tous les acteurs, tous les maillons de la chaîne qui, à un moment donné, va tisser du lien et va créer une prise en charge commune. Il faut que nous ayons les mêmes objectifs, tous, à un moment donné, centrés sur chaque enfant. La question de la psychologie, j'en parle ici parce que souvent, on dit toujours, quand on va voir un psychologue, on va voir un psychothérapeute, c'est qu'on n'est pas bien. Parfois, c'est juste pour trouver ou poursuivre un cheminement. Parfois, c'est juste pour essayer de comprendre où peut avoir, c'est pour ça qu'on parle de psychologie, on cherche souvent les blocages psychologiques. Et c'est vrai que quand on place l'enfant dans un contexte, parfois le verrou saute de lui-même. Totalement. Après, si vous me permettez de faire ce parallèle, on va parler du concept de l'amour. Maria Montessori parlait de l'amour universel. Je pense que si on a tous des volontés bienveillantes pour chaque enfant, il ne peut que s'épanouir et ne pas rester dans son carcan handicapant à un moment donné. Donc que ça soit une dépression, puisque la dépression peut arriver à n'importe quel moment. En tout cas, nous sommes tous dans l'attention et on va discerner ce moment où hop, ça peut basculer et que l'enfant a besoin un peu plus d'aide à un moment donné. Et alors, si nous, l'équipe éducative, nous sommes compétentes, nous le faisons. Sinon, nous allons alerter les parents ou l'équipe médico-psychopédagogique pour pouvoir, ensemble, faire que l'enfant ne reste pas dans ce chemin complexe et le ramener vers la lumière et les apprentissages sereins. D'accord, je n'ai pas abordé cet élément, mais je pense qu'un jour, si on a l'occasion, de revenir un petit peu sur le travail de Françoise Dolto à ce niveau-là. Oui. Et je pense que vous devez vous en inspirer, savoir bien connaître l'enfant en tout cas. Avec plaisir. Annie Amakouti, je voulais poser cette question. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette école Montessori? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'efficace? Parce qu'apparemment, l'efficacité, c'est ce qui intéresse aujourd'hui les parents. Qu'est-ce que vous trouvez vraiment de bien? Alors moi, j'ai eu la chance d'effectuer un stage à l'école Montessori Jean Marquet. Alors moi, ce qui m'a plu, c'est qu'évidemment, on a trouvé des gens avec plein de différences où ils étaient accueillis comme chez eux. Exactement ça, et qui participaient à la vie de tous les jours. Et il y a eu un jeune qui est entré à cette période-là, justement, et ses parents étaient très inquiets parce que ce petit jeune avait un handicap, je le dirais. Et au bout de 2 jours, c'est lui qui disait à sa mère au revoir. Parce qu'il était content d'être là, parce qu'il s'était épanoui, il avait trouvé des gens qui l'écoutaient, il était avec tous les autres enfants, justement l'intégration. Hein, vous savez, chez nous, le handisport, le mot est fort, l'intégration. Mais ça ne se fait jamais concrètement. Je ne critique pas l'éducation. Hein, il y a des choses qui sont faites, très bien faites aussi, dans le monde valide et de l'éducation nationale. On a des élèves qui sont en classe d'intégration, qui sont devant le premier trimestre et qui se retrouvent derrière le dernier trimestre. Et ce sont des malvoyants ou alors des gens qui sont malentendants et on les a oubliés, quoi. Alors, ça sera ma dernière question. Aujourd'hui, à La Réunion, combien d'écoles Montessori il y a? Je pense qu'on est 5 ou 6. Après, il faut savoir qu'on est des structures totalement indépendantes. Voilà. D'accord. Chaque école est oui, on est sur des structures à son identité propre, sa structure propre. Totalement. Comment si les parents qui nous regardent, comment ils doivent faire s'ils souhaitent inscrire leur enfant dans votre école, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, on passe par les nouvelles technologies, nous aussi. Donc, on a des sites internet. Donc, sur l'école Il Volodi Farfal, il suffit de taper sur internet Il Volodi Farfal. On est sur Facebook aussi, on est très présent. Ce que j'aime beaucoup dans ce type de structure, ce sont des toutes petites écoles. Et j'essaie... Combien d'élèves?
là, sur Saint-Denis, on vient d'ouvrir, donc on est 10, donc il y a encore 15 places pour des enfants de 3 à 6 ans. Et ce que j'aime, c'est justement intégrer la communauté parent, qui le fait assez spontanément. Donc j'ai un papa qui est bricoleur, qui me fabrique des meubles adaptés pour les enfants. J'ai une maman qui fait de la com, donc c'est elle qui anime chaque jour la page Facebook. Elle y reste un moment à l'école, elle fait des photos et elle anime la page Facebook pour justement essayer de démocratiser nos prises en charge et nous faire connaître. Voilà, donc Facebook ou site internet Il Volo di Farfal. D'accord. La question de l'école Montessori ou de l'école dynamique continue à se poser. Quand on regarde le classement de la France en matière d'éducation aujourd'hui, au niveau de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, on voit que la France n'a cessé, depuis ces quelques décennies, de dégringoler au classement, maintenant de se retrouver au plus bas. Qu'importe les raisons qui pourraient expliquer cette chute, il y a une chose qui est vraie, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure Anne-Flore Deveau, c'est que c'est la remise en cause de ce qu'appelait un ministre de l'Éducation le mammouth. Comment faire en sorte que ce système soit plus, je dirais, plus facile à bouger et à faire changer. On voit qu'avec le contexte, les syndicats, les enseignants, chacun essaye de défendre un petit peu son pouvoir, parce que c'est un pouvoir aussi, l'éducation, le pouvoir qu'on a sur les enfants. Donc la question de l'évolution de l'école, on la pose chaque jour, on la posera encore et encore. Il faudra sans doute beaucoup de temps pour changer les comportements, non pas des enfants, mais des adultes. Parce que la question que nous aurons à aborder dans les années à venir, c'est comment changer les adultes pour que les enfants, eux, se sentent un peu mieux à l'école. Voilà, merci Annie Amakuti, donc j'allais dire du comité régional d'e-sport. Merci à Anne-Flore Deveau, donc directrice de l'école Montessori, le nom, je ne vais pas le retenir. C'est une envolée de papillons, Il Volo di Farfal. Voilà, merci. Donc merci à vous. Merci. Nous, on va juste tourner la page. Puisqu'on est en milieu de semaine, on va juste regarder qu'est-ce que les communes vous proposent comme activité. Là aussi, c'est un apprentissage, une éducation et surtout, essayez d'y aller parce que le sport, c'est aussi une façon de s'éduquer à la vie. Salazie, la commune vous accueille comme chaque année à la 15e édition de la fête du chouchou du 8 au 10 juin à partir de 10h à Helbourg. Saint-Denis, la ville organise une journée de consultation gratuite d'un avocat ou d'un notaire le 9 juin de 9h à midi à la salle polyvalente de l'hôtel de ville, rue Pasteur. Saint-Leu, vous êtes conviés à la 3e édition du Festilano le 9 juin au musée Stella Matutina. Saint-Denis, vous êtes invité au marché pays le 9 juin de 6h30 à 12h30 à l'espace Rédelé bas de la rivière. Venez nombreux découvrir les produits locaux du producteur au consommateur. Saint-Louis, la ville vous invite à son traditionnel marché de producteurs le 10 juin de 6h à midi devant la mairie de la rivière. Sainte-Suzanne, l'association Acomar et ses partenaires vous invitent à une journée dédiée aux marins le 10 juin de 9h à 16h au phare. Saint-Joseph, l'association Allons Bouge Ensemble vous convie à un concert solidaire pour récolter des fonds afin d'offrir aux SDF un repas chaud le 10 juin au Cinéma Royal de Saint-Joseph, tarif 10 €, info au 0692 805 504. Saint-Denis, vous êtes conviés au trail de Bellevue le 17 juin, départ 7h30 au plateau noir de Bellevue, tarif 20 €. Saint-Louis, l'association Notre l'Avenir l'est à nous et le contrat de ville vous propose Viens bouger dans le quartier Rochemaigre. Profitez gratuitement de cours de cuisine et différentes activités sportives jusqu'au 23 juin. Info au 0692 19 70 35. Saint-Louis, l'association Kervegen organise la fête de la musique le 23 juin de 14h à 20h à la rivière Saint-Louis. Étang Salé, Famille Espoir vous convie à la course du aux Réunions le 24 juin à l'Étang Salé derrière Aquatis. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 29 juin de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séré de Champfleury. Gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Le Tampon, vous êtes convié à une exposition de peinture de Charlie Lesquelin
L'écume d'Arc-en-Ciel jusqu'au 30 juin dans la galerie artisanale à l'entrée de la cité du volcan. Le Tampon, vous êtes convié à une exposition de Béatrice Ichambre, métissage jusqu'au 30 juin dans la galerie artistique de la cité du volcan. Saint-Denis-la-Ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 6 juillet de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séry de Champfleury, gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Étant Salé, Indira Concept organise la fête des enfants le 14 juillet de 7h à 19h à Croc Park. Info 0692 14 37 29. Saint-Paul, la ville vous convie à l'exposition Marronnage, refuser l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIe siècle jusqu'au 31 décembre.